Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur l'entraînement en altitude et l'entraînement avec des équipements hypoxiques. Aujourd'hui, on va parler de monitoring de la charge d'entraînement, mais de manière la plus pratique possible. Pour savoir si un sportif a un intérêt à effectuer un stage en altitude, il va falloir évaluer, expérimenter et valider l'évolution physiologique du sportif. On doit pouvoir recueillir des informations qui montrent sa bonne acclimatation et l'évolution positive de sa forme après chaque séance d'entraînement. C'est pour cette raison que le monitoring de la charge subi par le sportif doit être fait de manière régulière et précise. Si on se loupe là-dessus, en tant qu'entraîneur, on risque de mettre la saison, ou en tout cas une bonne partie de la saison du sportif, en l'air. Vous êtes prêts? On y va. Juste un petit retour concernant le deuxième cours sur l'entraînement en altitude ou l'entraînement du moins en hypoxie. Je vous ai parlé de bons et de mauvais répondeurs. Il va de soi que utiliser un stage en montagne entre 1800 et 2500 mètres d'altitude, utiliser une salle hypoxique, une tente hypoxique, un hypoxico, c'est pas une recette miracle. Il va de soi qu'on peut vraiment beaucoup progresser, mais si c'est mal utilisé, malheureusement, on pourrait dire que le sportif est un mauvais répondeur à l'altitude. En fait, c'est juste notre démarche d'entraîneur qui n'a pas été la bonne, on n'a pas mis toutes les bornes, on n'a pas borné le stage ou l'utilisation de l'équipement hypoxique, on ne l'a pas borné correctement pour en tirer un maximum de bénéfices. C'est là que le monitoring va nous permettre d'avoir une structure dans notre stage et s'assurer que si vraiment un sportif ne répond pas bien à l'altitude, c'est parce que c'est un mauvais répondeur et pas parce que la démarche d'entraînement n'est pas la bonne. D'accord? Et justement, si le sportif réagit bien, ça va nous permettre, là aussi, de tirer un maximum de profit de ces passages en altitude et peut-être en faire un petit peu plus que ce qu'on aurait prévu parce qu'on a un sportif qui réagit très bien, qui a une sensibilité à l'hypoxie qui est très faible, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il désature très peu, il n'a pas de mal aigu de montagne, on se rend compte qu'il récupère très bien, il n'y a pas de baisse de poids, il y a peu de déshydratation. Donc le monitoring est vraiment quelque chose de central dans notre démarche d'entraînement, déjà dans la vie de tous les jours, même si on entraîne en pleine, mais dans la démarche d'entraînement en altitude ou avec un outil hypoxique, ça devient vraiment primordial. Le monitoring de la charge d'entraînement. Déjà, avant de parler de la charge d'entraînement en altitude, juste le monitoring de la charge d'entraînement, qui est quelque chose de naturel pour un entraîneur, normalement, parce que sur le point de vue pédagogique, ça va nous permettre d'évaluer la capacité ou l'incapacité du sportif à réaliser la tâche qu'on lui demande. Est-ce qu'on demande au sportif de soulever une charge qui est trop légère ou trop lourde? Est-ce que la quantité d'exercice est trop importante? Est-ce que le volume est trop important? Est-ce que l'intensité est trop importante? C'est ça. Ça nous permet de voir si on est dans les clous, est-ce qu'on a mis le curseur au bon endroit? Est-ce que c'est trop simple? Dans ce cas-là, je peux complexifier. Est-ce que c'est trop dur? Dans ce cas-là, je dois simplifier. L'idée de cette démarche de monitoring de la charge, c'est d'évaluer les charges, les entrées et les sorties chez le sportif. Les entrées, bien sûr, c'est les séances qu'on va proposer. Quel type de séance? Quel volume? Quelle intensité? Quel nombre d'exercices? Quelle durée de récupération? Les sorties, eh bien, c'est de quelle manière j'ai fatigué mon sportif, à quel niveau est son réservoir d'énergie, son réservoir du point de vue concentration, attention, comment a été ressenti l'exercice en termes de fatigue, en termes de difficulté. Pour gérer le monitoring de la charge, pour ma part, en plus des échanges par mail, par téléphone, par texto, enfin par tous les moyens modernes de communication qu'on peut avoir aujourd'hui, j'utilise la plateforme TrainingPeaks. TrainingPeaks me permet de transmettre les entraînements, ça me permet de recevoir les données chiffrées, c'est-à-dire les données provenant d'un compteur GPS ou d'une montre GPS, d'un cardiofréquencemètre. Mais ça permet aussi aux sportifs de me mettre des commentaires sur le ressenti de la séance, trop dur, trop facile. Permet aussi d'utiliser ce qu'on appelle les métriques. Les métriques, voilà, je vous les présente. On peut mettre différents critères de sommeil, de ressenti musculaire, de blessure, d'état d'esprit. Bien sûr, ensuite, on peut corréler ça avec un poids, avec la HRV qu'on utilise avec certains sportifs. Tout ça, c'est condensé et ça me permet d'avoir un outil qui va me permettre d'aide à la décision sur les prochaines séances d'entraînement et savoir encore une fois, est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce que je fatigue trop mon sportif? Est-ce que je ne le fatigue pas assez? En vue d'un pic de performance
à une date bien précise. Et Training Peaks nous propose ceci, un graphique sous cette forme-là, où on voit bien sûr les montées de charge, les descentes de charge, et tout ce qui est lié au ressenti, ressenti chiffré et ressenti purement subjectif, le ressenti du sportif. Alors pourquoi on doit apporter encore plus d'importance au monitoring de charge lorsqu'on fait un stage en altitude? Le premier truc, on en a déjà parlé, la montagne, l'altitude ou l'hypoxie simulée, c'est quand même quelque chose d'agressif pour l'organisme. Il y a plein d'adaptations compensatoires qui se mettent en place très rapidement, puis peu à peu qui doivent s'installer dans le temps pour permettre à l'organisme de s'acclimater. Euh, le deuxième point, c'est que des stages en altitude, on n'en fait pas tous les 4 matins, d'accord? Donc c'est une démarche rare dans une saison. Quand on arrive déjà à faire un stage en altitude, c'est très bien. Lorsqu'on arrive à en faire deux, c'est encore mieux. Donc on ne peut pas gaspiller le temps et les ressources nécessaires à la mise en place d'un stage en altitude. Euh, un point très important, je vous en ai parlé en introduction, si on fait un stage en altitude mal organisé, mal géré, en 15 jours, on peut mettre un sportif sur le toit et il sera incapable de remonter la pente tout au long de la saison. En 15 jours, on peut tuer toute une saison, notamment lorsqu'on fait un stage dit hivernal, un stage où on va faire essentiellement du foncier. Ça va permettre aux sportifs d'avoir une caisse suffisante pour supporter la charge d'entraînement à venir qui aura lieu en pleine. Mais si c'est mal fait, au lieu de rendre le sportif plus fort, on va le rendre vraiment moins fort, il sera en surentraînement. Et donc il y a un impact direct sur la suite de l'entraînement, qui se passera en pleine, sur la suite des performances, lorsqu'on est sur un stage terminal, avec, comme je vous l'ai déjà expliqué, on reviendra dessus un petit peu plus tard, avec deux possibilités de pic de performance, un premier dans les 72 heures après la descente en pleine, et après, un petit peu plus tard, 15 jours après le stage, où le sportif a vraiment récupéré l'ensemble de ses moyens, a vraiment assimilé le stage et les charges d'entraînement en altitude, et se retrouve de nouveau très compétitif. La préparation d'un stage en altitude demande quand même une certaine préparation, un peu une sorte d'affûtage dans une période pré-compétitive, mais d'une manière un petit peu différente. Normalement, un affûtage avant une compétition, ça comprend quoi? 1. Une baisse du volume d'entraînement. 2. Le maintien malgré tout de certaines intensités pour éviter le désentraînement. Dans le cadre d'une préparation à un stage en altitude, on va plutôt faire un maintien du volume d'entraînement, mais par contre on va enlever tout ce qui est lié à l'intensité. On va plutôt se concentrer sur un gros bloc foncier pour donner une caisse déjà, une caisse qui va permettre de supporter ce stage en altitude. Il ne faut vraiment pas galvauder hein, cette partie de préparation avant le stage. Alors, en tant qu'entraîneur, bien sûr, on reviendra dessus juste après, mais pour l'athlète, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment une sorte d'affûtage. On va essayer d'enlever toute la fatigue marquée chez le sportif. Donc, on doit avoir un sportif qui part sans courbature, sans blessure, pas de virus, pas de maladie, pas de fatigue ressentie aiguë. Alors, moi, ce que je vous conseille, enfin, c'est pas moi vraiment qui vous le conseille, hein, c'est ce qui a été mis vraiment en exergue avec toutes les préparations qui ont été menées depuis à peu près 50 ans, validées par de la recherche scientifique, par des mesures scientifiques, l'idée c'est quand même de se garder 15 jours à 3 semaines de blocs fonciers, orientés vers l'endurance, orientés vers les soins sur les petits bobos qui pourraient traîner, et pour être sûr qu'on a un sportif qui arrive en pleine possession de ses moyens, parce que l'altitude va devenir un stress très important pour l'organisme et va engendrer vraiment une fatigue à différents niveaux, hein. Au niveau énergétique, parce qu'on va brûler plus rapidement du glucose, mais ça peut aussi atteindre des niveaux un petit peu plus fins, comme du point de vue nerveux, du point de vue de la concentration, avec manque de sommeil potentiel, le ressenti d'isolement parce qu'on est en montagne et peut-être dans un endroit où il n'y a pas autant d'animation que sur le lieu d'entraînement ou le lieu de vie habituel du sportif. Dans tous les cas, gardez en tête qu'on ne peut pas envisager de séjourner ou de s'entraîner en altitude si on est fatigué en malade, ou malade, pardon. Parce qu'on risque de ne jamais avoir le pic de PO qui normalement apparaît au bout de quelques jours. Ça fait partie, ce pic de PO, des mécanismes compensatoires en montant en altitude ou en étant en hypoxie. Et lorsqu'on est malade, lorsqu'un organisme n'est pas bien, ce pic de PO peut ne pas apparaître parce que la priorité pour l'organisme, ce ne sera pas de générer le PO, donc mettre en place la production des globules rouges, mais ça va être de se soigner. Donc il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Encore une fois, ça rejoint un des propos que j'ai eu en introduction. On pourrait penser qu'un sportif est un mauvais répondeur à l'altitude, un mauvais répondeur à l'hypoxie. C'est juste que
on n'a pas utilisé la bonne démarche ou tout simplement le sportif à l'instant T n'est pas réceptif à ce style de stress. On va définir que, bah oui, il ne réagit pas bien à l'hypoxie, on va peut-être arrêter de lui proposer de l'entraînement en altitude, alors qu'au contraire, c'est juste qu'il est un petit peu malade, il est un petit peu enrhumé, il est un petit peu trop fatigué, et justement là, l'organisme n'est pas prêt à s'adapter à mettre en place tous les mécanismes compensatoires. Quelques remarques pratiques pour l'entraîneur. En amont du stage en altitude ou en amont de l'utilisation d'un équipement hypoxique. Il y a quand même deux trois bricoles à faire pour s'assurer que le stage se déroulera correctement. Le premier truc qui me semble important, c'est un bilan biologique et surtout un dosage de la ferritine. On doit vérifier que le sportif n'est pas anémié. Je vous rappelle que la ferritine, c'est ce qui va permettre aux molécules d'oxygène de s'accrocher aux globules rouges. Pour ça, je vous invite à aller voir les vidéos liées à vraiment à tout le côté physio que je vous propose sur la chaîne YouTube azureperformance.fr. Euh, Si on n'a pas assez de ferritine, on ne pourra pas capter l'oxygène et l'associer aux globules rouges pour le faire rentrer dans les organes qui en ont besoin. Donc déjà qu'on se retrouve pendant 15 jours à 3 semaines avec une difficulté à faire rentrer ce même oxygène, si en plus on est anémié, ça ne va pas bien fonctionner. En termes de fatigue, ça va être énorme. Deuxième chose qui me semble important, c'est l'utilisation de l'impédance-métrie. En amont, pour avoir une image, avant de monter en altitude, avant de monter en montagne, une image de la composition corporelle du corps de chaque sportif, notamment en termes de masse liquidienne. Je vous rappelle qu'en altitude, on se déshydrate plus rapidement, et en termes de masse grasse. On a tendance à brûler très rapidement euh, les sucres lors du moindre effort qu'on va faire en altitude, et donc très rapidement on va venir taper dans les graisses. Et ça va nous permettre de voir un petit peu l'évolution tout au long du stage. Bien sûr, l'impédance-métrie, on l'utilise en amont, mais on va aussi l'utiliser dans un second temps. Il y a quelque chose aussi que je vous conseille de faire, c'est un test d'effort. Alors un test de terrain, pas forcément un test en laboratoire où ça peut être un petit peu lourd, un petit peu long à gérer, mais un test de terrain pour avoir une image à l'instant T de la forme du sportif. Quelle est sa VMA ou quelle est sa PMA pour les coureurs ou pour les cyclistes ou les triathlètes. Et ainsi, on pourra vraiment donner des cibles à atteindre aux sportifs, que ce soit lorsqu'on fait des séances en pleine, hein, bien sûr, mais aussi lorsqu'on va faire ces séances en altitude. On pourrait tenter de donner les mêmes cibles qu'en pleine, mais rallonger par exemple les durées de récupération. Il y a aussi un outil, alors deux outils qui sont un petit peu plus complexes à utiliser, mais qui me semblent importants. Il y a ce qu'on appelle un réfractomètre. Un réfractomètre, c'est bien quand même que l'entraîneur apprenne à l'utiliser avant. C'est tout simplement pour évaluer le taux de déshydratation d'un sportif. Et ça permet tout simplement d'analyser l'urine du sportif et de voir s'il a assez bu ou s'il n'a pas assez bu. Le deuxième outil, là aussi un petit peu complexe à utiliser, ça demande en plus d'être utilisé un peu sur du long terme, c'est la variabilité cardiaque. Euh, alors c'est quelque chose qui peut être très précis, mais je vous rappelle que c'est vraiment une démarche très individuelle. Il n'y a pas de grandes règles qu'on peut appliquer à tout sportif parce qu'on voit que là, le système parasympathique ou le système sympathique est peut-être un petit peu plus fort ou un petit peu moins fort. C'est vraiment une analyse personnelle, sportif par sportif, dans le temps. Donc ça, il faut s'y prendre en amont, vraiment en amont, pour avoir déjà des données comparatives. Et comme ça, une fois qu'on monte en altitude, on pourra avoir une véritable idée de l'état de forme du sportif parce qu'on lui met des séances d'entraînement en pleine figure. Dernière chose, là aussi ça se travaille en amont, eh bien, c'est mettre en place des routines, des habitudes de récupération, tant sur le plan alimentaire que sur l'hydratation, que sur l'utilisation d'outils. Alors ça peut être très simple, hein, le foam roller ou le Compex, des trucs un petit peu plus compliqués comme la pressothérapie ou la cryothérapie. Euh, c'est bien si les sportifs, on les a briefés et ils commencent à être vraiment autonomes dans l'utilisation de ces outils-là. Alors après, je vous ai donné une image peut-être un petit peu négative de la montagne, de la vie en montagne qui pourrait être peut-être un peu austère, un petit peu agressive. Par contre, c'est génial lorsque on a une routine d'entraînement qui est installée durant de longues semaines. Le sportif, sa motivation commence à baisser. Le fait de partir en stage, le fait de se retrouver un petit peu dépaysé et peut-être aller faire des activités sportives qu'il n'a pas l'habitude de faire, j'en sais rien moi, de la via ferrata, du ski, des balades en raquette, de l'escalade, du rafting. Ça peut mettre vraiment un gros coup de boost et une super ambiance dans un groupe d'entraînement. Toujours pour l'entraîneur, lorsqu'on commence à programmer un stage en altitude, il y a plusieurs choses importantes à avoir en tête pour se faciliter la vie en tant qu'entraîneur.
Première chose, lorsqu'on définit un lieu de stage, c'est bien d'y aller au moins une fois en vrai, sans les athlètes, et aller faire le tour du lieu de vie, des installations, savoir un peu comment on va pouvoir organiser son entraînement et organiser la vie du groupe, la vie du sportif pendant ce séjour en altitude. Euh, Quelle que soit la période en montagne, alors c'est vrai que durant par exemple les vacances d'hiver, une station de ski, un village de montagne peut être très animé, il y a beaucoup de monde, mais hors saison, c'est pas forcément ça. Et lorsqu'on a des sportifs qui sont habitués, qui sont des citadins, qui sont habitués à la ville, ça peut être un petit peu particulier, ça peut être mal vécu d'être dans un lieu où il y a peu d'animation, il y a peu de circulation, il y a peu de bruit, ça peut être un petit peu déroutant, ça amène un petit peu à de l'isolement. Donc c'est bien d'aller y faire un saut, c'est bien d'aller voir les équipements, les infrastructures qui existent. On en a déjà parlé dans la première vidéo, les équipements sportifs en altitude en France, il n'y en a pas tant que ça. Des équipements à une altitude correcte, c'est-à-dire au moins au-dessus de 1800 mètres. Vous voyez, moi je suis au saisie et déjà nous ne sommes qu'à 1600 mètres, entre 1600 et 1009. Donc vous voyez, on est quand même un petit peu tangent en termes d'altitude. Donc c'est assez compliqué. Il faut aller sur place, il faut aller voir ce qu'on peut faire en vrai, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des lieux, comme par exemple en Sierra Nevada, où lorsque les chutes de neige l'hiver sont relativement correctes, il y a au moins un couloir, voire deux couloirs sur la piste d'athlétisme qui sont déneigés. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les stations qui auraient cette chance d'avoir une piste d'athlétisme. Donc là aussi, il faut se renseigner, discuter avec les gens de l'office du tourisme, les gens de la station, pour être sûr de l'endroit où on va s'entraîner et pas se retrouver bloqué. Il y a aussi quelque chose qui est important et sur lequel il faut anticiper, c'est un peu un scénario si malheureusement la météo en montagne n'est pas bonne. On peut avoir des superbes semaines d'entraînement où il ferait presque très chaud, trop beau, mais on peut avoir aussi malheureusement une semaine, 10 jours, 15 jours avec des conditions météo exécrables. Et là, il faut quand même avoir la stratégie pour aller s'entraîner en indoor, si on fait un sport d'extérieur, et pouvoir compenser ça. Sinon, vos sportifs ne vont pas s'entraîner, ne vont pas progresser, risquent de trouver le temps long. Enfin, aussi, il y a quelque chose qui me semble important. Dans les différentes stratégies d'utilisation de l'altitude que je vous ai présentées dans la seconde vidéo, il y a la stratégie Live High, Train Low and High. On s'entraîne en bas et en haut. Il est intéressant d'avoir quand même une possibilité de descendre en vallée facilement. Parce qu'on peut avoir des sportifs qui fatiguent un petit peu, mais on veut essayer de maintenir la charge d'entraînement. On peut avoir besoin de faire des séances à des allures cibles. Et donc on a besoin qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens avec une captation de l'oxygène maximale. Si vous passez une heure à redescendre à une altitude, on va dire, inférieure à 600 mètres, ça va être beaucoup de temps perdu, de l'énergie perdue aussi pour les sportifs. C'est dommage. Par contre, il y a des endroits où en 20-30 minutes grand maximum, vous êtes dans la vallée, vous pouvez vous entraîner en pleine comme habituellement. Comme je vous l'ai expliqué, dans le monitoring, on doit être capable de mélanger du data, des chiffres, d'accord, quelque chose de très précis, d'objectif, et des ressentis qui sont beaucoup plus objectifs. Il y a aussi, on va peut-être aussi pouvoir rajouter, lorsqu'on connaît très bien ces sportifs, bah, avoir une évaluation comportementale du sportif, voir comment il est pendant le stage, jour après jour, et le mettre en comparaison avec ce qu'on connaît du sportif lorsqu'on l'a à l'entraînement régulièrement en pleine. Et ça permet vraiment de bien décrypter comment la fatigue s'installe chez le sportif et jusqu'où on peut aller. C'est aussi un échange permanent. T'es fatigué, t'es pas fatigué, comment tu te sens? Ça peut être aussi l'utilisation, par exemple, de choses qui sont très connues, hein, comme l'échelle de Borg. Il y a ensuite donc des chiffres à essayer d'obtenir. Le plus simple, bien sûr, c'est la fréquence cardiaque, hein, une ceinture cardio-fréquence-mètre, et c'est parti. Ce que je vous conseille, c'est, si vous restez 15 jours, 3 semaines, c'est d'utiliser les 3-4 premiers jours pour faire des enregistrements nocturnes de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que le sportif démarre son compteur GPS ou sa montre GPS la ceinture cardio-fréquence-mètre autour du torse, et on va pouvoir voir que peu à peu, la fréquence cardiaque descend nuit après nuit, ce qui est quand même le signe d'une bonne acclimatation. On a des retours d'expérience avec des fréquences cardiaques qui restent très hautes malgré l'endormissement et surtout des fréquences cardiaques qui ne baissent pas. Ça, c'est un des premiers signes de mal-être de l'organisme avec l'altitude. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la HRV. Alors moi, je ne vous ferai pas de cours sur la HRV parce que c'est vraiment complexe à comprendre. Je me sens pas capable de faire ça. C'est complexe à comprendre, c'est complexe aussi à mettre en œuvre. Si on a un ou deux sportifs, ça peut se faire alors rapidement.
voilà, ce serait un peu facile de dire ça, mais c'est toujours plus facile que on imagine une équipe de foot, une équipe de cyclistes de 10, 12 personnes et qu'il faut tester chaque personne tous les matins ou tous les 2 matins. Ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que moi la HRV, en pratique, je la mets de plus en plus de côté. Parmi les datas qu'il faudra aussi compiler, tout à l'heure je vous en ai parlé aussi, c'est l'évolution de la composition corporelle, que les sportifs ne perdent pas trop de poids. Euh, Gardez en tête que notamment sur la diète du sportif sur un stage en altitude, là où on aurait peut-être fait des dîners sans féculents, là il va falloir des apports en sucre lent à chaque repas. Il va falloir une collation le matin et une collation l'après-midi, sinon vous pouvez être sûr que vos sportifs vont perdre du poids et vont s'affaiblir peu à peu. Il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, hein, c'est la mesure de la saturation en oxygène. Par exemple, entre chaque récupération, on imagine une séance de fractionné, entre chaque séquence rapide, on chope un sportif, on lui met le doigt sur le saturomètre et on observe l'évolution du pourcentage d'occupation des globules rouges avec une molécule d'oxygène. C'est ça aussi, en le compilant, on arrive à avoir des évolutions positives et on se rend compte que le sportif s'acclimate de mieux en mieux. Et ensuite, bien, il y a quelque chose alors, qui demande un petit peu de pratique, mais qui n'est pas très compliqué, c'est la prise de lactate, la mesure de la lactatémie pendant la séance d'entraînement. Si vos sportifs ont fait des tests d'effort en laboratoire, vous avez reçu un compte-rendu sur lequel étaient stipulés les taux de lactatémie au seuil 1, au seuil 2, en atteignant la vitesse à VO2 max, en atteignant la PMA ou la VMA. Et donc ça va vous permettre d'évaluer ça. Quelle est la différence comparée à ce test réalisé en pleine? Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on en est prêt? Et de voir là aussi, bien sûr, l'acclimatation. Parce que dans un premier temps, avec le paradoxe des lactates en altitude, eh bien, tout de suite les taux de lactatémie vont être très élevés pour le moins de petit effort. Mais avec l'acclimatation, la filière anaérobie lactique va être de plus en plus laissée de son côté. La filière aérobie va reprendre peu à peu sa dominance lors de tous les efforts simples. Et donc, une prise de lactate régulière à l'effort va permettre vraiment d'avoir l'image, encore une fois, à l'instant T de l'acclimatation du sportif. Voici le genre de synthèse de data qu'on peut mener avec les contenus de séance, avec les saturations observées selon le type de séance et voir un peu comment ça évolue, les fréquences cardiaques max relevées. Tout ça, on le compile sur un tableur et on essaye d'avoir une analyse rapide et objective de l'état de forme du sportif. On va rester sur le côté très pratique, d'accord, du métier d'entraîneur lors d'un stage en altitude. On va parler de ce qu'on peut mettre lors du premier bloc d'acclimatation en entraînement, puis lors de la phase d'entraînement, le stage proprement dit, puis lors de la phase de descente en plaine et l'approche des premières compétitions. La première partie d'un stage en altitude, la première semaine, doit vraiment être orientée vers l'acclimatation au nouveau milieu de vie, au nouveau milieu d'entraînement et donc à l'altitude. On conseille généralement de rester sur des efforts en endurance basse. On doit être vraiment en dessous du premier seuil ventilatoire. L'idée, c'est de ne pas rajouter du stress au stress déjà ressenti par l'organisme en étant en situation d'hypoxie. Donc ça peut être de la randonnée. Même si on a des gens qui sont en capacité de courir, il faut être capable de les freiner et les emmener plutôt sur des randonnées, sur de la marche, avec des dénivelés variables. Bien sûr, plus on est entraîné, plus on est capable de faire de la dénivelée, mais de rester sur des choses relativement simples. En complément, on va pouvoir rajouter tout ce qui est lié à la préparation physique. Il n'est pas incohérent de faire des rappels de force en étant en altitude. Le fait d'être en altitude, dans un premier temps, n'impacte pas du tout la force qu'un muscle est capable de développer. Il n'a pas besoin d'oxygène, donc ça, on peut le faire, on peut le développer. Surtout si derrière, on va faire un gros bloc foncier, parce que c'est un stage préparatoire de début de saison. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est de travailler tout ce qui est lié à la technique. On peut être un cycliste, un coureur, un nageur. Il y a toujours un travail technique à faire et qui demandera de la concentration, de l'attention, mais qui, avec des séquences pas trop longues et avec des bonnes plages de récupération, permet aux sportifs de continuer à progresser sans se mettre dans le rouge. Du point de vue de la récupération, ce qu'on peut vous conseiller, c'est presque d'office d'augmenter toutes les durées de récupération, quels que soient les exercices, de 30%. Ça, c'est une bonne base qui passe à peu près partout. Et ensuite, bien sûr, en échangeant avec le sportif, avec le recueil de tous les datas dont on vient de parler, vous allez pouvoir
voir s'il faut vraiment augmenter le délai de récupération, les temps de récupération entre deux séries, entre deux exercices, peut-être jusqu'à 50%, ou alors est-ce que vous avez des sportifs qui ont l'habitude de s'entraîner en altitude, qui en plus répondent très bien à l'hypoxie, vous pouvez quasiment revenir à des délais de récupération comme en pleine. Moi, il y a une organisation que j'aime bien lorsqu'on est en stage, c'est de faire 3 jours d'entraînement, une journée off, sachant que à la fin de cette première semaine d'acclimatation, en général, on a ce qu'on appelle la crise climatique numéro 1, la première crise climatique d'altitude, où le sportif se retrouve vraiment fatigué et il faut lui laisser du temps pour se refaire la cerise. D'ailleurs, concernant la récupération, là je vous parlais de la récupération durant les entraînements, mais n'hésitez pas à proposer la possibilité de faire une petite sieste dans l'après-midi et faites attention aussi à la qualité du sommeil du sportif. Évitez les locations à bas coût avec des literies toutes pourries sur lesquelles les sportifs vont se réveiller, hein, et vont vous dire j'ai mal dormi, j'ai mal au dos, le lit n'est pas bien, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Ça a vraiment une grande importance sur la réussite d'un stage. Maintenant, on va parler de la partie un peu centrale, la partie où on bosse vraiment sur le stage en altitude. Donc, c'est-à-dire la deuxième semaine et pour les plus chanceux, la troisième semaine. Euh, Là, il sera difficile de donner vraiment des règles très précises parce que tout dépend pardon, de la stratégie que vous allez utiliser. Est-ce qu'on est sur du j'habite en haut, je m'entraîne en haut, j'habite en haut, je m'entraîne dans la vallée, j'habite en haut, je m'entraîne et en bas et en haut, d'accord? Donc, soit du LHTH, LHTL ou du LHTH et L. D'accord? Donc là, d'un seul coup, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Dans tous les cas, il faudra bien tenir compte de la sensibilité à l'hypoxie du sportif. Est-ce qu'on avait prévu de ne s'entraîner qu'en haut et on se rend compte que le groupe de sportifs est vraiment fatigué, a un peu de mal en altitude et on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voulait faire, donc il va falloir accepter de descendre dans la plaine pendant 1 ou 2 heures pour faire une séance. Euh, donc là, c'est vraiment à vous de voir selon l'évolution physique du sportif, selon ce que vous aimeriez faire. Il va de soi que lorsqu'on est sur un stage préparatoire, un stage de début de saison, plus on reste en altitude, plus on optimise la dose hypoxique, mieux c'est. Donc toutes les adaptations, la production de globules rouges, tout le pouvoir tampon des lactates, tout ça va s'améliorer. Il faut être patient et si, même s'il y a de la fatigue, eh bien, on calme l'intensité des séances, on essaye de faire un petit peu plus simple. C'est pas un souci de rester en altitude. Par contre, lorsqu'on est sur un stage terminal, avant un objectif, il faut accepter très facilement, très rapidement de changer son fusil d'épaule. Et lorsqu'on avait tout prévu de tout faire en altitude, bah, peut-être de temps en temps, comme je viens de vous l'expliquer, de descendre dans la plaine pour pouvoir faire des séances de qualité, être capable de redonner des facilités aux sportifs, parce que ça va être des facilités du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental. Si on a un sportif qui n'arrive pas à se préparer correctement, ça va commencer à le travailler mentalement, ça va être compliqué le jour où il va falloir accrocher un dossard et se présenter sur une ligne de départ. La dernière partie de notre triptyque altitude, bah, c'est le retour en plaine. Normalement, on a un premier pic de forme dans les 72 heures après la descente en plaine. Euh, Moi, j'aime pas trop l'utiliser ce pic de forme parce que tout simplement, il est assez aléatoire. On peut avoir des fois des très bonnes performances et des fois, en fin de compte, un gros coup de fatigue qui tombe tout de suite. Il y a du relâchement chez le sportif après un stage. Il rentre chez lui ou alors il est obligé, le stage lui pesait un peu, il est déjà obligé de partir en compétition. Mentalement, ça ne suit pas trop. Moi, j'aime pas trop l'utiliser, ce pic de forme. Au, au mieux, je préfère l'utiliser pour faire par exemple un test chronométrique et voir si le sportif a progressé ou non et évaluer un petit peu là aussi son état de forme à la fin de notre épisode en altitude. Comme ça, on pourra évaluer ce qui va se passer dans un second temps, c'est-à-dire les 10 jours, 15 jours qui suivent la descente en plaine, sur lesquels on va donner du temps au sportif pour qu'il se régénère. Il va se régénérer, comme ça il va être à 100% pour son deuxième pic de forme, qui celui-là est bien plus durable, bien plus homogène, et sur lequel, bien sûr, on va pouvoir programmer des compétitions importantes, et dites-vous que le pic de forme, ce deuxième pic de forme, il tient jusqu'à 30 jours après la descente en altitude. Donc c'est-à-dire que vous avez 15 jours vraiment sur lesquels la performance peut être là, sur lesquels vous pouvez poser par exemple une compétition de préparation et une compétition objective dans un second temps. Donc là aussi, il faut faire attention. On tient compte du ressenti avec le sportif, on discute avec lui, mais on regarde aussi des mesures chronométriques, des mesures corporelles. D'accord. Est-ce que le sportif continue de maigrir? Est-ce qu'il est toujours déshydraté? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il a de l'appétit? Ça va vous permettre de vraiment faire votre popote et d'adapter, d'individualiser la charge de l'entraînement.
Encore une fois, il serait compliqué de vous donner une règle qui fonctionne pour tout le monde à la descente en plaine, parce que donc tout le monde ne réagit pas pareil. Et puis ensuite, l'objectif, si c'est par exemple sur un stage terminal, est-ce que l'objectif de compétition se déroulera en plaine ou se déroulera de nouveau en altitude? Bien sûr, si c'est avoir un objectif qui a lieu en plaine à altitude zéro au niveau de la mer, ça se gère assez facilement. Mais si on doit remonter en altitude pour une compétition en altitude, c'est-à-dire que c'est un stage terminal qui a servi d'acclimatation, la descente en plaine doit être relativement courte. On récupère un petit peu, on récupère son matériel de compétition, on fait son transfert et on remonte tout de suite en altitude pour ne pas perdre toutes ces adaptations qu'on a eues lors de la première semaine, vous vous souvenez, où on n'a pas fait grand-chose à l'entraînement. Et tout ça, il ne faut pas le perdre. Sinon, on va reperdre du temps pour s'acclimater et être de nouveau opérationnel à 100% pour la compétition et la performance. Ce serait vraiment dommage. Pour terminer, quelques remarques, quelques conseils du point de vue nutrition lorsqu'on organise un stage en altitude. Première chose, l'hydratation. Lorsqu'on est en altitude, on se déshydrate très vite, l'air est plus sec. À peine on a transpiré, ça s'évapore. On perd aussi beaucoup d'eau par l'expiration, d'accord? On respire un petit peu plus vite. Il y a beaucoup d'eau qui part par la vapeur qui sort de notre bouche, on appelle ça la perspiration. Donc il va falloir faire attention. Il va falloir donner, par exemple, tous les matins, donner 2 bouteilles d'eau à chaque sportif. Ce sont des bouteilles d'eau personnelles, comme ça en plus ça évite qu'ils mélangent leurs microbes. Et comme ça, ils peuvent vraiment évaluer ce qu'ils ont bu dans la journée et s'il faut compenser. Vous, en tant qu'entraîneur et potentiel cuisinier de votre groupe d'entraînement, il faudra peut-être aussi adapter les plats, les menus, pour proposer aussi des aliments riches en eau. Rajouter des légumes, des fruits qui seront riches en eau, c'est un moyen de s'hydrater artificiellement. Deuxième chose, on fait attention. En altitude, très rapidement, notre filière anaérobie lactique va fonctionner. Cette filière, elle fonctionne en priorité à partir des glucides. C'est-à-dire que rapidement, des hypoglycémies peuvent apparaître à l'entraînement, même sur des efforts qui, théoriquement, sont très simples. Donc l'utilisation de boissons énergétiques ou d'avoir des gels énergétiques à portée de main, ça peut être intéressant. Comme ça évite les baisses de niveau pendant la séance d'entraînement et ça évite vraiment les gros hippos qui vont tuer une séance. De la même manière, il faut que l'apport énergétique en glucides lents soit important. À chaque repas, il doit y avoir une part de féculents. Ensuite, on va faire attention parce que si les apports énergétiques sont trop faibles, l'organisme va chercher de l'énergie parmi les acides aminés. C'est-à-dire que l'organisme va venir manger du muscle. Donc là aussi, il faudra faire attention. Un apport en musculation, mais aussi un apport en protéines à l'entraînement sera vraiment important. Pour les jeunes femmes, mais aussi pour les sportifs qui tout simplement sont anémiés assez facilement. Une supplémentation en fer pour éviter toutes les carences, ça peut être intéressant. Par contre, on évitera, en tout cas pendant les 10 premiers jours, les apports en antioxydants. C'est-à-dire qu'on n'abuse pas trop de la vitamine C. La supplémentation en vitamine C risque là aussi de casser toutes les petites adaptations dans notre organisme. Je vous remercie pour votre attention pour cette 3e vidéo. Pour la dernière vidéo, je vous parlerai un petit peu plus précisément de l'utilisation que j'ai de la salle hypoxique que j'ai dans la station des saisies. En attendant, je vous invite 1. À partager cette vidéo au plus grand nombre sur les réseaux sociaux, 2. À vous abonner à la chaîne Azure Performance, 3. De me mettre un petit pouce sur cette vidéo. Bonne semaine et bon entraînement à tous. Ciao!